en prison. Les accusations n'ont pas tenu, et puis il y a eu récidive au niveau des accusations. Et par exemple, j'ai ici un document en flamand. Il s'agit de la lettre que l'un des jeunes qui a accusé Marcel Vervlosen de l'avoir violé a écrit. C'est validé par le bourgmestre de la ville, lettre dans laquelle il reconnaît que les accusations n'étaient pas fondées et qu'il avait été payé pour accuser Marcel Vervlosen. Et il donne les chiffres, et il donne les noms des personnes qui ont payé. Il a été payé combien? Alors là, il y a 10 000 francs belges, à nouveau 10 000 francs belges, 5 000 francs belges, etc. Ouais. Et payé par qui? Alors, il y a des noms qui sont avancés, voilà, c'est partie du dossier. Cette nouvelle accusation sert en fait à reconstituer un décor mensonger afin de discréditer l'enquêteur, de détourner l'attention du public ailleurs que sur son enquête, et comme nous venons de le voir, de constituer l'élément moral qui manquait pour sa précédente accusation de détention de matériel pédopornographique. D'une pierre, plusieurs coups. Cette nouvelle inculpation, particulièrement diffamante, doit également détruire la réputation et la vie de l'ancien privé trop obstiné. J'ai eu un journaliste qui disait « Je sais, monsieur Van Bussen, que vous n'êtes pas coupable, et beaucoup de mes collègues savent aussi que vous n'êtes pas coupable. Mais nous ne pouvons pas l'écrire. » Nous n'avons pas le droit de l'écrire. Oui. La rumeur que l'homme est lui-même pédophile se répand comme une traînée de poudre de perlimpinpin, qui vient opportunément, du coup, masquer l'effroyable réalité révélée par les CD-ROM de Zandvoort, découvert par Marcel Vervlosen. Marcel Vervlosen devient alors l'homme à battre, la cible d'un appareil judiciaire qui vient de mettre le nez dans son incompétence, laquelle se révèle en fait être une implication criminelle. Parfaitement, le comportement de l'appareil judiciaire prouve sa propre implication. Celui-ci est bel et bien instrumentalisé pour protéger les criminels. La force du milieu est très simple. On ne peut pas diffuser la moindre photo de victime. Si demain je diffuse la photo d'une victime, pour la retrouver, je serai poursuivi. Si demain on publie la photo d'un bourreau, pour l'identifier et le retrouver, on sera poursuivi. Parce qu'il est prétendu que l'on viole la loi sur la vie privée. Instrumentalisé pour neutraliser ceux qui menacent les criminels. Un des violés déclare « J'ai fait une visite à la maison de Marcel, j'ai caché un petit sachet plastique contenant 1 milligramme de marijuana dans la maison. » Met 1 milligramme marijuana in das Haus versteckt. Maison, il a caché un petit sachet. C'est un enfant qui le dit. Oui, il l'a dit lui-même. Un enfant? Oui, un enfant. J'ai caché ça ici parce que mes parents le voulaient. Parce que les parents le voulaient. Oui, oui. Les policiers trouvent ce sachet. Ils trouvent un sachet. Un petit sachet. Ils trouvent un petit sachet et il y a 1 milligramme, une feuille verte ou je ne sais quoi. Je ne sais pas, ça ne vient pas de moi. Et ils trouvent ça. Marijuana avec le Marcel. Et l'enquête sur les empreintes digitales sur le sachet, ils n'ont pas fait. Et dans le dossier, c'est écrit « On a trouvé de la marijuana dans la maison de Marcel ». Vous connaissiez cet enfant? Cet enfant était souvent chez vous, à la maison? Non, c'était un ami de mes petits-enfants. Un ami de vos petits-enfants? Oui, j'ai des petits-enfants et c'était un copain. Il vient ici, il laisse un sachet ici et il explique à la police qu'il l'a caché. La police arrive, elle trouve le sachet. Ah, Marcel marijuana. Et c'était aussi cet enfant qui disait « Marcel m'a violé ». Oui, et après il écrit à la police « Marcel ne m'a pas violé ». C'est ce qu'il avait déclaré plus tard. Oui, mais ça n'était pas dans le dossier. C'était dans le dossier secret. Toute l'affaire est comme ça. Le dossier est, oui, un sketch.
Ils ont trouvé une chose chez moi. Un exemple. La police trouve ça dans ma maison, à côté d'une plante. Ceci est du matériel pour violer un enfant. C'est le matériel pour violer des enfants. Voilà. On saisit, Dans les plans. on les dépose au greffe. Voilà. Marcel a torturé des enfants avec un bâton de bambou. L'ADN n'a pas été relevé sur ce bâton. Des traces n'ont pas été relevées sur ce bâton. Rien. Oui, vraiment, et dans le journal, en grandes lettres, Marcel a torturé des enfants avec un bâton en bambou. Un tuteur de plantes. Incroyable. Ongelooflijk. Nous sommes en 1998. La collaboratrice de Marcel Verbouzem, Gina Bernard, voyant la tournure que prennent les événements, rentre en contact avec différentes organisations. Alors nous avons l'association Terre des Hommes, le Comité international pour la dignité de l'enfance en Suisse, présidé par le sénateur Georges Glatz à Genève, et le journaliste Serge Garde, du journal L'Humanité en France. C'est elle, à ce moment-là, qui aurait remis à ce journaliste, Serge Garde, une copie du premier CD-ROM récupéré par Marcel Verbouzem. Quelques jours après avoir remis le premier CD-ROM, c'était le 15 novembre 1998, Gina Bernard se tue au volant de sa voiture. Les freins avaient lâché. Gina Bernard a rejoint les 30 témoins morts dans l'affaire du Trou. Ces témoins, victimes de morts opportunes, qui devaient témoigner et ne purent jamais le faire. Et les freins, ce que la police avait constaté après cet accident, qu'il n'y avait pas de traces de freinage lors de cet accident. Oui, que cette demoiselle a fait 2 jours avant une déclaration de menace de mort, ça c'est un hasard. C'est le je ne sais pas la combienième victime qui est tombée, comme dans le livre de Douglas de Koning, tout le monde meurt, ils sont tous tombés. Du reste, Madame Gina Bernard, qui m'avait fait parvenir ce CD-ROM avec plusieurs photos d'enfants. Oui, ça fera l'occasion d'une enquête supplémentaire. Et qui est décédée, m'avait dit qu'elle avait aussi un CD-ROM à nous faire parvenir. Mais malheureusement, elle est décédée dans des circonstances assez mystérieuses et je n'ai jamais pu produire cette cassette à la justice. Entre-temps, Marcel Verbouzem constitue sur la base du premier CD-ROM une affiche pour répondre aux commentaires des autorités. Marcel Verbouzem estime impératif de contrecarrer la campagne d'omerta et d'intox et d'alerter l'opinion publique. La police et les services secrets belges entreprennent alors une véritable chasse aux sorcières pour retirer l'affiche de la circulation. La police et la justice n'ont rien fait, seulement des recherches pour trouver l'affiche au plus vite et pour saisir le matériel et le mettre dans un dossier qui n'était plus accessible pour personne. La police et le tribunal n'ont pas fait le travail pour retrouver les enfants qui sont sur l'affiche, ou les bourreaux qui ont assassiné ou torturé les enfants, de les retrouver. Ce travail n'est pas fait. Le tribunal belge a employé beaucoup de personnes, beaucoup de juges, beaucoup de moyens pour reprendre le matériel, mais il n'y avait personne, pas de juge pour éclaircir l'affaire elle-même. Ça, ils n'ont pas eu. La question c'est pourquoi ont-ils voulu récupérer cette affiche? Je pense qu'ils avaient très peur en ce qui concerne les photos qui sont sur l'affiche, s'agissant aussi d'un enfant assassiné et des enfants torturés. Parce que la police et la justice ont toujours déclaré que les CD-ROM n'étaient pas importants, que le matériel n'était pas important. Avec la publication de l'affiche, le public pouvait voir également que c'était évidemment très important. Et c'est ce qu'ils voulaient éviter.